je suis Fiona Piccoli et je suis audacieuse. Ça, c'est Fiona Piccoli, sans doute la meuf la plus solaire que vous verrez sur Instagram. Dans cette interview, elle nous parle de sa vision de la création de contenu. Enfin, pour moi, il n'y a rien de pire que de créer du contenu avec une identité qui t'est pas propre, que t'aimes pas forcément, avec laquelle t'es pas aligné. Pour tenir sur du long terme, je trouve que c'est pas top. Elle nous parle ensuite des erreurs qu'on peut faire quand on lance sa formation. Je suis arrivée à mon lancement, j'avais tellement bossé les mois passés dessus que j'étais épuisée et qu'en fait j'ai un peu négligé ma communication parce que vraiment j'étais chaos technique, mais sauf que c'était là qu'il fallait être à fond. Bien sûr. Et enfin, on aborde son expérience en tant qu'intervenante lors de la flamme. Le fait d'intervenir sur un sujet comme ça où il y avait quand même presque 550 personnes en live, c'était hyper intimidant. Mais en même temps, j'ai reçu une vague d'amour après avec des messages tellement mignons enfin des retours ouf que je me suis dit que en fait, j'étais à ma place. Merci beaucoup Fiona de m'accueillir dans ta très belle maison. Merci à toi. T'es une des rares qui l'a vu ma maison. Ah, je sens. Il n'y a pas encore beaucoup de Je me sens honorée. Tu peux. Et écoute, je vais te demander de te présenter. Alors, je te propose de partir du début de ton aventure entrepreneuriale et de parler un peu peut-être des étapes qui t'ont paru un peu importantes dans ton aventure jusqu'à aujourd'hui. Pour nous dire où t'en es aujourd'hui. Du coup, moi, je me suis lancée il y a presque 4 ans maintenant. Pour la petite histoire, je me suis lancée pendant le Covid, comme beaucoup. Et en fait, c'était vraiment en attendant de trouver le CDI parfait. Je sortais de chez L'Oréal et je savais pas trop quoi faire. Je voulais rejoindre mon chéri qui était en Belgique, mais je parlais pas la langue, je parlais pas néerlandais, donc je pouvais pas retourner chez L'Oréal tout simplement. Et du coup, je m'étais lancée à mon compte en aidant ma mère dans un premier temps qui est thérapeute. Ça avait bien fonctionné pour elle. J'ai aidé mon père qui est entrepreneur aussi et ça marchait bien. Ils m'ont dit mais pourquoi tu te mets pas à ton compte? Et j'ai dit je vais tenter. J'ai mis un post sur LinkedIn en sachant que j'étais pas du tout active sur LinkedIn et j'ai des anciens employeurs qui m'ont contacté, qui m'ont dit écoute, donc je bossais dans l'événementiel avant et qui m'ont dit nous on a une agence de communication mais on n'est pas hyper satisfait, on aimerait bien partir avec toi. Et en fait ils avaient 2 entreprises, donc du coup j'ai commencé en tant que community manager avec un bon CA parce que j'étais déjà à plus de 2000 €. Et puis à partir de là, je m'étais mise sur Malte, la plateforme mise en relation avec des prestats de services. Et du coup, j'ai eu un autre contrat. Après, j'ai eu du bouche à oreille. Et je me souviens, j'avais pas fait de compte Instagram professionnel à l'époque parce que justement, j'ai eu un peu le problème de riche d'avoir eu beaucoup de clients dans un premier temps. Et du coup, j'étais que community manager. J'ai commencé à faire mon compte professionnel en novembre 2020, donc j'avais commencé officiellement en juin 2020, donc ça laisse un peu de marge. Et je crois que c'était en janvier 2021, j'ai commencé à sortir du coup une offre de coaching. Parce que justement j'étais full en CM, donc en community management, et du coup ça a été vraiment step by step. Chaque année en fait j'ai rajouté une corde à mon arc, on va dire. Il y a eu le coaching en 2021 et les stratégies social media. En 2022 il y a eu la formation. En 2023 il y a eu des événements en présentiel et mon cahier de vacances avec une maison d'édition. Trop bien. Et cette année je sais pas encore ce qu'il y aura, mais c'est un peu l'évolution qu'il y a eu, c'est-à-dire que maintenant je fais moins de community management, je vends plus de formations et je fais plus aussi de consulting. Alors c'est vrai que maintenant j'emploie plus le mot consulting que coaching parce que finalement j'apporte des solutions aux personnes, je les fais pas forcément réfléchir. Donc c'est pour ça que je fais la distinction entre les deux. C'est impressionnant. Donc en fait toi t'as pas du tout commencé par la création de contenu, t'as commencé par j'ai des clients qui me viennent rapidement, trop bien. Et après donc t'as fini par te dire je veux créer du contenu. Enfin comment ça se fait que tu t'es dit je veux créer du contenu? Je me suis dit que c'était même pour moi en termes de vitrine, c'était bien d'avoir un compte, étant donné que j'étais spécialisée sur Instagram, enfin j'adorais ce canal, je me suis dit que ça serait bien d'être sur Instagram. Et du coup j'ai lancé fin novembre, je l'ai bien fait puisque je crois qu'au bout en février si je me trompe pas, donc 3 mois, même pas, j'ai atteint mes premiers 1000 abonnés qualifiés, je tiens à préciser. Et tous mes clients venaient d'Instagram. Ça a été hyper rapide pour le coup, ça a été plus rapide que maintenant parce que je pense que déjà on était moins aussi et pour le coup j'avais aussi plus de temps à passer, ne serait-ce la routine d'engagement qu'on entend beaucoup, tu sais passer du temps, aller interagir avec les personnes etc. Je passais littéralement des heures et des heures par jour à interagir avec les gens mais pas venez m'acheter quelque chose ou prenez un coaching avec moi, c'est plus créer du lien et du coup ça a marché parce qu'il y a des personnes qui
des mois après, sont venus vers moi naturellement pour prendre par exemple un coaching parce qu'il y avait ce lien de confiance qui avait été créé. Ok. Et donc là, dans ce cas-là, tu faisais quoi? Tu commentais leurs posts, tu réagissais à leurs réels, ce genre de trucs? Bon, je me prenais pas la tête par rapport à ça, je me forçais pas. C'est s'il y avait des posts qui me plaisaient, je commentais. Okay. S'il y avait des stories où j'avais des choses à dire, j'interagissais. Mais je faisais pas ça par. Bah vas-y, incruste-toi, on ne dira rien. Il veut sa petite place. Désolée, t'as pas beaucoup de place, tu veux venir là si tu veux. Et du coup, je me forçais pas du tout. Et puis c'était de temps en temps prendre des nouvelles aussi. Alors ça, j'aimais bien le faire. Et c'est vrai que je prends plus trop le temps. On tape dessus. Mais c'est quand je parle avec des personnes et que par exemple, je me souviens d'une personne qui me disait oui, on est en train de faire construire une maison, on va emménager dans quelques mois, etc. Ça, je le notais carrément dans mon agenda. Ah ouais. Parce que du coup, je rebondissais sur ça pour lui envoyer un message et la personne en face, elle était là en mode oh mais c'est trop gentil que tu prennes des nouvelles et que tu te souviennes, etc. Et du coup, c'est comme ça que j'entretenais vraiment mes relations parce que j'ai une petite tête et du coup, c'est bien aussi de le noter. Et puis quand tu parles à plein de monde, ça me parle. Quand tu parles à plein de monde, tu peux pas te souvenir de toute façon de tout, concrètement. Donc ouais, je le notais et je le faisais vraiment par plaisir. Ok. Je me forçais pas, je me forçais à rien. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça en vrai l'important sur les réseaux sociaux. Enfin, ça se voit, l'authenticité, ça se voit en fait. Ouais. Et si t'as vraiment envie de connecter avec les gens, les gens ils le sentent et ça change les choses quoi. Ouais, c'est encore un mot, l'authenticité. J'en parlais avec pas mal de personnes là ces derniers temps parce que je trouve que tout le monde veut être authentique. Et du coup, il y en a beaucoup, alors ça part vraiment dans tous les sens que je vais dire, mais qui se donnent tu sais, un rôle sur les réseaux sociaux. Ouais. Et pour avoir rencontré des personnes en vrai, bah, je trouve qu'il y a tellement parfois un gap entre ce que tu vois sur les réseaux sociaux et la personne en vrai. Et cette déception, putain, combien de fois, j'ai le droit de dire des gros mots? Oui. Je mettrai un bip. Ok, et combien de fois je me suis dit... mais c'est pas du tout la même en fait, c'est quoi ouais. ce genre qu'elle se donne sur les réseaux sociaux et vraiment je me suis fait plein de fois cette réflexion et du coup moi le plus beau compliment à chaque fois qu'on me fait c'est t'es exactement la même que ce soit dans tes stories en vrai etc, t'es nature peinture, t'es franche et ça je trouve que c'est hyper important et ça a été ma ligne directrice depuis le début. Ouais. Si en l'occurrence en plus on se suit depuis longtemps, j'ai jamais changé de discours ou changé de personnalité, changé d'énergie ou je ne sais quoi depuis bientôt 4 ans. Ouais. Et c'est vrai que c'est fort d'arriver à garder la même... Parce que je trouve que être vraiment authentique devant la caméra, être soi-même, pour moi c'est pas un truc qui est super simple je trouve. Et du coup je trouve ça trop bien quand je rencontre des gens sur internet et que c'est les mêmes dans la vraie vie, je me dis mais waouh, trop fort quoi. Waouh, mission réussie, c'est bon. Ouais, franchement bravo. Et puis je trouve toi tu as aussi eu une identité très forte aussi sur Insta très rapidement dans le sens tu avais ton vert et ton jaune. En fait tu les as tout le temps sur toi. C'est mes couleurs préférées. c'est ça le secret en fait. Ouais. Pour le coup, j'ai pas cherché. Alors, ça peut être une erreur. Hein. C'est très bien de se construire un personal branding fort, etc. Pour le coup, moi, je l'ai pas cherché. Je m'habille de manière colorée. Enfin, t'as vu ma garde-robe. Il y a des couleurs partout. J'adore les couleurs. Et de manière générale, on m'a toujours dit que j'étais solaire, pétillante, etc. Et du coup, quand j'ai fait mon identité visuelle, j'ai voulu retranscrire cette partie-là qui me décrit et que j'adore en plus dans ma création de contenu sur mon compte Instagram pour prendre du plaisir parce que pour moi il n'y a rien de pire que de créer du contenu avec une identité qui t'est pas propre, que t'aimes pas forcément, avec laquelle t'es pas aligné pour tenir sur du long terme. Je trouve que c'est pas top. Ouais, c'est très dur. Et du coup, justement, on parle de création de contenu. Est-ce que tu as un peu un processus pour créer du contenu ou c'est au feeling? Enfin, comment ça marche de ton côté? Alors, j'ai un process. Ouais. En ce moment, c'est un peu comme ça. Mais je pense que faut l'accepter aussi de ne pas pouvoir tout contrôler et qu'il y a parfois des impératifs et c'est OK. Mais sinon, j'ai un process. Moi, j'utilise le calendrier éditorial. Ouais. Sur Notion, je suis team Notion, Notion, je sais pas comment. Ouais. Tout le monde a sa prononciation. Voilà, moi ça va être Notion. J'ai mon calendrier du coup édito que j'essaye de faire mois par mois. Okay. Et ça me va bien parce qu'en fait j'ai un stock d'idées qui est énorme. En fait moi je note toutes mes idées au fur et à mesure, c'est-à-dire que là on est ensemble, ça se trouve je vais avoir une idée. Bon je vais pas la noter tout de suite, mais je vais la noter après. Je regarde une série, il y a une citation qui me parle, je vois le lien que je peux faire par rapport à mon domaine, je vais le noter dans mes notes et en fait ce qui fait que dans mes notes, j'ai beaucoup d'idées que je stocke après dans un espace idées, je sais plus comment je l'ai appelé sur mon espace Notion, mais mes idées, ce qui fait que quand je fais mon calendrier édito, j'ai juste à placer mes idées
sur les dates que je veux. Et après, je vais faire vraiment du batching. On parlait tout à l'heure de batch cooking. Je fais la même chose pour la production de contenu. Je vais me dédier un temps. Donc généralement, c'est soit le lundi, soit le vendredi. J'alterne. Ça dépend de mon envie. Soit le lundi, soit le vendredi, commence pas toi. Et je vais commencer du coup à rédiger en fait ce que je veux dire. Et à partir de là, je vais voir le format qui est le plus approprié. Soit ça va être une vidéo, soit ça va être un carrousel, donc un format où il y a plusieurs slides sur Instagram, soit une photo, parce que j'essaye aussi d'alterner par rapport à mon feed. Alors je suis pas la meuf qui te dit qu'il faut un feed parfait, etc. Mais j'aime bien que ça soit cohérent, harmonieux, et du coup alterner déjà ne serait-ce les couleurs. De temps en temps mettre des petites photos avec ma tête en mode coucou c'est moi. Et du coup, à partir de là, ça va me permettre de savoir ce que je fais en termes de visuel. Typiquement, si j'ai beaucoup de choses à dire sur un sujet, je vais partir sur un carrousel. Et du coup, je vais déjà faire mon carrousel en mettant le texte dans le carrousel. Et la légende va venir après en complément du carrousel. Parce que l'idée, c'est pas d'avoir une légende comme ça, alors que j'ai déjà 10 slides dans mon carrousel. C'est vraiment plus d'avoir une légende qui va compléter ce que je dis déjà dans mon carrousel. Et après, alors moi je programme pas mes publications, je fais tout manuellement. Généralement je publie lundi, mercredi, vendredi et quand je suis dispo. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est hyper important d'être présent en fait après avoir publié un post pour aller interagir justement avec ses abonnés, pour aller interagir avec des personnes, pour faire en sorte que les personnes voient notre publication rapidement pour envoyer un signal positif à l'algorithme. Et du coup l'erreur que beaucoup font c'est publier, donc programmer un post en mode ça y est c'est bon le taf est fait. Mais en fait t'as pas fait la moitié enfin je le vois comme ça mais pour moi t'as pas fait la moitié de ton travail. Ah ouais c'est vrai que c'est rare les gens qui programment pas. Bah surtout quand tu es dans le métier entre guillemets, c'est vrai que ça serait logique que je programme, mais je préfère être disponible. En fait, je me dis, ça sert à rien de publier si je suis en coaching et que je finis en 2 heures. Enfin, tu vois, il faut que je repartage mon post en story, que j'apporte du contexte, que j'interagisse avec les personnes qui commentent. Après, pas de pression. Enfin, vaut mieux publier et ne pas être disponible que attendre 3 jours pour publier. Mais voilà, ça c'est ma façon à moi de voir les choses. Ok, bah, très intéressant. Et du coup, donc, après avoir fait toute ta création de contenu et tout, tu t'es un peu aussi lancée dans la formation en ligne. Et ça, c'est venu donc un peu plus tard, tu as dit que tu avais fait ça pas à pas. C'est parce qu'on t'a demandé ou c'est toi qui avais envie de te lancer dans la formation en ligne? Comment ça s'est passé? Il y a eu 2 choses. La première, c'était faire un peu de mode, de voir les autres faire, ou du coup j'ai eu envie de le faire aussi. Et j'avais beaucoup de coaching et du coup peu de temps pour moi et j'avais envie d'automatiser ça de manière à avoir aussi du CA, enfin du chiffre d'affaires qui rentre un peu plus de manière naturelle. De manière passive comme les gens disent alors qu'il n'y a rien de passif. Mais du coup j'avais fait mon premier produit digital qui était un pack de templates. Donc c'était pas une grosse formation, c'était vraiment des templates que je vendais qui a bien marché. Et après j'étais partie directement sur une grosse formation, mon bébé, j'ai travaillé pendant 6 mois sur cette formation. Ah ouais, 6 mois. Et elle est sortie en janvier 2022 du coup. Et puis à partir de là, j'ai pris goût. Et du coup, j'ai sorti d'autres choses. J'ai sorti une autre formation qui s'appelait Insta pour les boulets. J'ai sorti un pack lancement express. J'avais fait un bundle avec quelque chose de limité, donc qui n'est plus en vente. Mais j'ai fait pas mal de petites choses. J'aime bien me challenger là-dessus. Je trouve ça chouette. Et à chaque formation, c'est un nouveau challenge. Enfin, tu retrouves un peu le challenge de la première ou pas? Ouais, alors la première c'était, enfin je vais pas compter le pack Insta Express parce que ça a été rapide, c'est des templates donc en soi même si j'en ai fait beaucoup, c'était pas le même, il n'y a pas eu un gros lancement dessus, c'est juste oh les gars au fait j'ai sorti mon pack de templates etc, ça allait avec j'ai sorti mon site internet à ce moment là et le pack en même temps, donc c'est en mode surprise, mon site est là et en même temps vous pouvez acheter des templates. Et par contre la grosse formation qui s'appelle Insta Shine, 6 mois pour la sortir. Et en fait j'ai fini, c'est pour ça que ça m'a tenu à cœur aussi de faire le pack lancement express qui est un pack pour aider, c'est un allié entre guillemets clé en main où tu as déjà une production de contenu qui est faite pour les lancements, que ça soit des scripts de story, vraiment avec des scénarios déjà faits, des légendes pré-rédigées, des visuels, parce qu'en fait moi je suis arrivée à mon lancement, j'avais tellement bossé les mois passés dessus que j'étais épuisée et qu'en fait j'ai un peu négligé ma communication parce que vraiment j'étais KO technique.
Bah, bien sûr. Mais sauf que c'était là qu'il fallait être à fond. Bah, bien sûr. Donc je pense que c'est aussi une erreur qu'on fait beaucoup et c'est ok parce que du coup j'ai appris par rapport à ça. Mais du coup je sais plus exactement combien de ventes j'ai fait, mais j'avais pas atteint mes objectifs. Ok. J'avais dû faire je crois 14 ventes, j'avais 2 versions, j'avais sorti une version autonome et une version hybride avec du suivi asynchrone, etc. Et je crois que j'avais fait 14 ventes en tout et je me demande si c'était pas 20 mon objectif. Quelque chose comme ça, et je l'avais hyper mal pris, j'en avais pleuré, je me souviens, mon chéri m'avait du coup fait un bain, il avait commandé des sushis et tout, j'étais trop triste. Mais bon après j'ai rebondi. J'ai envie de te dire c'est le principal. Bah ouais. Mais c'est vrai que c'est dur quand c'est ta première formation et que c'est ton bébé et que tu dis putain t'as fait ça pendant 6 mois, donc pendant 6 mois t'as refusé des prestats pour te concentrer vraiment sur la création de la formation. Je voulais pas faire un petit truc, c'était vraiment, je suis arrivée avec une formation quand même balèze et du coup je l'ai un peu mal vécu cette première formation. Et du coup maintenant que t'as un peu plus appris, qu'est-ce que tu fais pour promouvoir tes formations? Alors maintenant du coup j'organise vraiment en amont mes lancements, donc là par exemple je sais que je vais sortir une formation sur la stratégie de contenu, donc je me suis mis une date. Du coup le fait d'avoir une deadline ça me permet de voir une fin quoi. Me dire que je dois finir pour cette date, je me suis engagée. Bon, je me suis pas encore engagée publiquement, faut que je le fasse d'ailleurs. Et à partir de là du coup je commence à faire le squelette en fait généralement de la formation, de trouver, alors moi je commence par le nom de formation parce que ça m'inspire aussi si je dois faire un univers dans la formation par exemple. InstaShine typiquement, comme le nom l'indique, il y a un univers avec un champ lexical solaire, etc. Donc tous les noms modules ont des noms bien spécifiques par rapport à ça. Les slides sont aussi très peps, pétillante, etc. Et du coup je commence par le nom et à partir de là je vois qu'est-ce que je vais faire à l'intérieur, donc en termes de modules, combien de modules, qu'est-ce que je vais aborder, qu'est-ce que je veux en termes de format, est-ce que c'est des slides avec ma petite tête, est-ce qu'il n'y a pas ma petite tête, est-ce qu'il y a des audios, parce que j'aime bien changer de format dans les modules pour que ça apporte un peu plus de dynamisme, qu'est-ce que je vais faire en termes d'exercice, enfin bref toute la partie production de formation et après je vais me mettre sur le lancement. Quand je fais des lancements, généralement, alors InstaShine, j'avais fait je crois un challenge de 3 jours, une mini formation, c'était pas un challenge, c'était une mini formation de 4 jours. Et le dernier jour, du coup, je parlais justement d'InstaShine avec une offre promo. Ça n'avait pas trop marché parce que les gens n'avaient pas été jusqu'au bout. Et du coup, moi, j'avais parlé d'InstaShine le dernier jour, donc pas ouf. Et les autres lancements, j'ai pas fait d'événements. Ce que je vais faire par contre pour la formation stratégie de contenu, mais les autres lancements, j'avais pas fait d'événements. Je pense que ça dépend aussi du prix de la formation à laquelle tu vends. J'ai fait des formations à 69 €, à 89 €, donc j'estimais ne pas avoir d'énergie encore plus à dépenser pour un lancement à moins de 100 €. Donc généralement c'est vraiment dans ma stratégie de contenu, le lancement c'est ok, je sais que je sors telle formation à telle date, du coup il faut que je prépare la partie pré-lancement, donc déjà je vais un peu teaser, susciter l'envie, le désir dans mes contenus, que ce soit en story ou en publication. Je peux faire une liste d'attente aussi pour avoir un maximum de personnes et donner les premières informations, récompenser aussi les personnes qui sont dans la liste d'attente avec une offre promotionnelle ou un bonus. Et après, phase de lancement, j'envoie à fond. J'augmente la cadence, que ça soit en story, en publication. Alors publication, pas forcément, même si oui, je peux passer à 4 posts par semaine ou 5 grand max, mais je suis pas forcément pour parce que je préfère être plus présente en story. Parce que j'estime que c'est une audience plus chaude et du coup des personnes qui sont plus susceptibles d'acheter. Et du coup mettre plus mon énergie dans les stories, dans les mails aussi. Et puis après j'ai toutes les séquences mail aussi derrière. Après j'essaie d'avoir un écosystème pour vendre de manière un peu plus automatique, donc j'ai des freebies aussi pour ça, donc des lead magnets où je récolte des adresses email et puis derrière typiquement j'ai un jeu de loi spécial entrepreneur et ça derrière j'ai fait une séquence mail pour vendre mon pack lancement express. Trop bien. Donc j'essaie de vendre de manière un peu automatisée, j'ai encore des gros guillemets là-dessus de cette manière-là. T'as des freebies et tout, c'est cool. Et du coup, comment toi tu gagnes ton argent maintenant? Ça va être plus grâce aux formations, grâce à tes prestats Alors, en toute honnêteté, j'ai fait en plus ma compta il n'y a pas longtemps, donc je vois la répartition de mon CA. Ça a été
le CM, le community management, Ouais. parce que j'ai encore des prestats, même si maintenant je choisis vraiment plus en fonction du feeling et du projet. Ouais. C'est le CM qui équivaut à 40% de mon CA, donc pas Ok. négligeable, Ouais. en tout cas sur l'année. Ensuite, c'est le coaching, Ok. consulting, coaching. Et ensuite, ça va être les formations. Et puis, l'année dernière, j'ai fait aussi pas mal d'interventions donc, qui sont rentrées dans mon CA. Mais ouais, ça va être le CM, le consulting et les formations arrivent après ça. Ouais. Et c'est quelque chose que je veux, sur lequel justement je veux travailler, renverser un petit peu cette tendance Ouais. pour que les formations prennent plus de place. Mhm. Donc je suis en train de travailler aussi là-dessus, mais comme quoi, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent que quand tu fais des formations, c'est facile Ouais. et du coup tu peux arrêter de travailler. Ouais. J'aimerais bien, et oui, mais non, c'est pas le cas. Enfin, moi, le CM me fait toujours vivre, le coaching aussi, et j'aimerais vraiment en fait prendre plus de projets plaisir, Ouais. limite, vraiment, ça serait un goal, me dire, enfin, je mets des guillemets là-dessus aussi, mais me dire en fait, tu gagnes tellement bien ta vie, entre guillemets, avec les formations, qu'en fait, le coaching, tu peux te permettre de prendre des coachings limite gratuitement pour aider vraiment les personnes Ouais. gratuitement, celles qui le méritent et qui sont vraiment motivées à Ouais. développer leur activité. C'est clair. Mais ça, j'aimerais bien. Ok, ouais, ce serait cool. Ouais. Ce serait cool. Donc c'est pour ça, acheter mes formations et comme ça, j'offrirai des... Vous avez entendu? Ouais, non, c'est sûr que je suis d'accord que c'est vraiment un objectif de pouvoir vraiment prendre par pur plaisir des projets. Moi, c'est vrai qu'il y a des projets que j'ai dû refuser parce que ça ne me payait pas à hauteur de ce que j'estime avoir besoin et valoir, quoi. Mais du coup, ça fait toujours un peu mal au cœur parce que tu dis, j'aurais pu m'éclater, mais en même temps, j'ai besoin de gagner de l'argent, quoi. J'ai besoin de manger. Ouais, ça, il faut toujours, je pense, calculer ça. Moi, j'ai refusé une opportunité l'année dernière que j'avais dans ma to-do, mais en fait, ça me prenait beaucoup trop de temps. VS ce que j'étais rémunérée, enfin ce que j'allais gagner, et du coup, j'ai dû refuser, et ça m'a pas fait chier parce que j'étais totalement alignée avec le choix, parce que je me voyais pas passer autant de temps là-dessus, Ouais. sans du coup pouvoir travailler sur le reste, sur mes formations, enfin bref, tout ça. Ouais. Et c'est vrai que si je vendais peut-être plus de formations qui me permettraient en tout cas, permettrait d'avoir un CA fixe chaque mois plus ou moins avec ça, j'aurais peut-être accepté, je sais pas. Ouais. Ça va t'obliger à travailler sur tes formations à fond, et c'est un truc qui t'es ok avec ça, quoi. Enfin, t'es aligné avec ce choix-là. Bah là, par exemple, j'ai commencé un accompagnement cette année pour structurer vraiment mon business et travailler moins mais mieux, Ok. travailler plus intelligemment. Voilà. Et du coup, justement, j'ai eu un coaching début de semaine où elle me disait faut que tu sois ok sur le fait de gagner moins, voire pas gagner d'argent pendant quelques mois pour que tu te mettes à fond sur ton business et revoir en fait tout ton business, parce que j'ai envie de revoir plein de choses, que ce soit sur mes offres, j'ai beaucoup d'offres, que ce soit sur mes offres, revoir mon positionnement, enfin j'ai pas mal de choses, et elle me dit il faut vraiment que tu prennes ce temps de bosser sur ça, mais ne pas justement faire tout en même temps, c'est-à-dire bosser sur ton business, revoir ton business, mais en même temps sortir de nouvelles formations, et en même temps continuer tes coachings, et en même temps, c'est pas possible. Et du coup, j'ai pris conscience justement début de semaine, donc récemment, que en fait, il faut que je sois ok, et j'ai la trésor pour ça, et il faut que ça serve à ça aussi, de me dire si je travaille pas pendant quelques mois, ça me servira de toute façon dans quelques mois. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce sens-là. Je reviens un peu en 2023 où tu as publié un livre, un truc assez fou quand même, enfin un cahier de vacances. J'allais te reprendre, mais en même temps ça claque aussi bien ça. C'est quand même un livre, c'est juste que c'est un cahier de vacances, c'est un livre participatif avec les gens. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus, comment ça s'est passé, comment tu as eu envie et comment tu l'as amené jusqu'aux librairies? Ouais, pas assez à mon goût, mais en fait, il faut savoir que moi j'ai toujours été une fan des cahiers de vacances. Okay. C'est-à-dire que quand on partait en vacances avec mes parents quand j'étais petite, je leur demandais de m'acheter des cahiers de vacances, mais pas plusieurs, parce que je le bouffais le cahier de vacances en peu de temps. J'adorais les cahiers de vacances. Bon, après, j'ai toujours été scolaire. Okay. Et du coup, je crois que c'était en 2022, j'avais fait un freebie, un lead magnet sur un cahier de vacances, justement, je crois qu'il faisait 40 pages, qui était totalement offert. À imprimer, enfin les gens faisaient ce qu'ils voulaient pour la période de l'été. Ça avait super bien marché, et j'avais ça dans le coin de ma tête, me dire j'aimerais trop avoir mon cahier de vacances, vraiment le voir à la Fnac. La Fnac c'est mon magasin préféré. et en fait j'ai eu une opportunité avec une maison d'édition.
J'ai pas cherché à comprendre, aller plus loin, j'ai accepté parce que j'avais envie que ça se concrétise. Vraiment, ça me tenait à cœur. Je le faisais pas du tout pour l'argent parce que sinon j'aurais pu me faire auto-éditer. Je le faisais vraiment pas pour l'argent. J'avais bien dit à l'éditeur que je voulais, moi mon rêve c'était vraiment d'être à la Fnac. Genre, faites tout ce qu'il faut pour aller à la Fnac. Moi je veux juste aller à la Fnac, voir mon cahier de vacances, prendre ma photo, l'accrocher au-dessus de mon lit et c'est tout. Et en fait, j'ai eu plein de mauvaises surprises avec cet éditeur. Bon, déjà, il faut savoir que c'était un mec qui était macho, qui me draguait tout le temps, qui m'envoyait des photos inappropriées. Enfin, bref, donc la relation pas ouf. Moi, j'ai tout fait pour ce cahier de vacances avec l'aide aussi d'une graphiste qui bosse avec moi sur tous mes projets. Donc, ils ont pas fait grand chose, la maison d'édition concrètement. Et puis quand on a commencé du coup arriver à la date, je crois qu'on devait le sortir en avril, et il y a eu des problèmes de livraison, machin, etc. Donc finalement, je crois que j'ai ouvert le bal, j'ai fait l'annonce fin mai si je me trompe pas sur mes réseaux sociaux. Donc il y en a qui ont commencé du coup à le commander, et là il y a eu un problème de livraison, je crois que ça annonçait 3-4 semaines. Et je disais à mon éditeur, en fait, ça va arriver fin juin. L'idée, c'était justement d'anticiper pour l'été, pas ouf. Donc déjà, j'étais pas contente. Ensuite, la première fois que je le reçois, j'en ai encore plein d'ailleurs, parce que j'ai les 2 versions. Quand je le reçois, j'étais hyper contente. Tu sais, c'est ton travail qui est donc trop contente et tout. Et là, je l'ouvre. Et en fait, c'était, tu sais, quand t'imprimes quelque chose chez toi, que t'as presque plus d'encre. Ça te bouffe un peu des images, en sachant que moi c'est un cahier de vacances avec de la couleur partout, des illustrations partout, à mon image quoi. Et du coup j'étais en mode c'est pas possible, pour la petite histoire il était vendu 38 € parce que justement 112 pages je crois, avec comme ça, avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'illustrations. Donc déjà ça a été notre premier problème parce que lui il voulait 38 €, il voulait pas diminuer parce que ça coûte trop cher l'impression, en plus l'inflation machin etc. Donc il m'a dit sinon tu passes tout en noir et blanc, et j'avais fait un sondage avec mon audience sur Insta en mode qu'est-ce que vous en pensez, et tout le monde, vraiment 99% des gens avaient répondu garde la couleur, c'est pas possible que toi et le noir et blanc ça va pas ensemble quoi. Donc du coup il était sorti comme ça à 38 € TTC, et je lui dis par contre je l'appelle, j'étais en pleurs, vraiment j'étais en pleurs, donc tu sais le contre-coup en plus t'es hyper contente et en fait ça va pas du tout. Bien sûr. Et j'appelle, je lui dis ça va pas du tout, il me dit oui c'était de l'impression encre. Je lui dis oui mais 38 € le truc, tu mets pas de l'impression encre en fait. Donc il me dit bon écoute on va changer, ça va être impression laser. Par contre ceux qui ont commandé ils vont recevoir du coup ça. Et il me dit oui je fais rien payer en supplément, ça sera sur nos marges. Je lui dis encore heureux, mais alors lui à mourir de rire. Et du coup on change entre temps, et puis toujours ces problèmes de livraison. Alors après ça allait mieux, mais par contre là où j'ai été hyper frustrée c'est que j'ai pas été du coup à la Fnac en magasin. J'étais en ligne, j'étais machin etc, librairie pareil, j'étais pas dans les librairies mais j'étais en ligne et tu pouvais commander. Et eux ils disaient que ouais c'était pas de leur ressort, que c'était compliqué par rapport au concept du cahier de vacances spécial entrepreneur qui était pas trop connu. Bref, du bullshit. Donc il y a eu plein de choses qui sont passées, et même si j'ai fait pas mal de ventes, pour un produit à 38 €, les gens sont pas, on le rappelle quand même, on le met dans le contexte, quand tu achètes un livre, généralement t'en as pour 25 balles grand max quoi. Direct quand on te dit 38 €, en plus un cahier de vacances, les gens ils associent cahier de vacances à jeu, à pas du coup éducatif, pas envie de mettre forcément 38 €, alors que c'est digne d'une formation en soi, parce qu'il y avait beaucoup, dans mon cahier de vacances il y avait beaucoup d'éducatif mais aussi beaucoup d'exercices de réflexion, et puis des jeux mais tournés business quoi, pour apprendre en s'amusant. Donc voilà, expérience assez décevante, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Tu dis jamais ton dernier mot, c'est trop bien parce que t'as toujours des périodes down, mais après je rebondis assez vite. Tu rebondis, ça c'est fort. C'est un peu nécessaire quand t'es entrepreneur, mais c'est pas simple. Oui, c'est vrai que c'est pas simple. J'en ai pleuré, mais après avoir pleuré un bon coup et tout, j'ai trouvé d'autres alternatives, et on va voir du coup ce qui me réserve en 2024. C'est trop cool. Oui. Et oui, tout à l'heure tu disais que justement en 2024 tu savais pas trop et tout ce que ça allait donner, mais quand même t'es passé hier dans la flamme. Kylian Tallien, c'est quand même pas mal. Oui. Et alors c'était comment?
C'était hyper riche. C'est ce que je te disais tout à l'heure, j'avais peur. Parce que, alors déjà, je sortais de ma zone de confort. C'était pas un domaine sur lequel j'interviens. Généralement, on me demande beaucoup d'intervenir pour parler d'Instagram, du business en ligne, de comment avoir des clients, comment convertir, stratégie de contenu, etc. Et là, quand Kylian m'a dit qu'il voulait un sujet un peu plus profond, parler de la réussite, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire là-dessus? Et en fait, ça me parlait tellement parce que je me suis perdue, et c'est ce que je disais hier pendant l'intervention. À force de voir les objectifs de chacun, les projets, etc., je me suis mis beaucoup trop de pression, alors que finalement c'est pas la vie que j'ai envie d'avoir. Et j'étais toujours dans le après, et la course de nouveaux objectifs, de toujours plus d'argent, toujours plus. Et je me suis totalement oubliée, j'ai pas profité comme je voulais avec mon entourage, j'ai eu des problèmes de santé, enfin bref. Et du coup, le fait d'intervenir sur un sujet comme ça, où il y avait quand même presque 550 personnes en live, c'était hyper intimidant. Mais en même temps, j'ai reçu une vague d'amour après, avec des messages tellement mignons, enfin des retours ouf, que je me suis dit que en fait j'étais à ma place, et j'ai eu une énergie de dingue hier, vraiment. Mais toute la journée, enfin tu sais, à sauter partout et tout. J'étais trop fière, j'étais trop contente. Donc en plus, c'était que des gens bienveillants, donc trop bien. Ça m'étonne pas, après vu les communautés, je pense, respectives de tous ceux qui intervenaient hier, je pense qu'on a une communauté qui est bienveillante. Qui se rejoint un peu, ça c'est cool. Et t'as réussi à bosser un peu après ou... Déjà, ça m'a pris littéralement 2 heures de répondre aux messages. Je suis ravie. C'était trop bien, mais déjà ça m'a pris 2 heures, mine de rien, après. Donc tu passes vite à limite presque fin d'après-midi. Donc, mais c'était une très bonne expérience. Trop bien. Et j'adore ces interventions en live. J'en ai fait pas mal l'année dernière. Et c'est hyper formateur, c'est hyper enrichissant, j'adore. C'est clair que ça doit être cool de passer dans ce genre, mais c'était toujours des lives Insta, sur internet, ou tu as fait aussi des conférences J'ai fait aussi du présentiel. J'ai fait des petits groupes, mais l'année dernière j'ai fait une conférence devant 300 personnes. Sur scène, en pyjama. Je sais pas si on peut dire petit groupe du coup. Alors là c'était pas petit groupe. Non, là c'était pas petit groupe. En plus on te dit que tu vas intervenir en pyjama, parce que le thème c'était pyjama party. Un beau pyjama. Du coup on avait pour les intervenantes un pyjama personnalisé. Donc moi j'avais fait personnaliser ici chez Naficoli, et derrière j'avais mis je peux pas, j'ai Insta. Énorme. Et en fait j'étais hyper stressée, parce que le fait d'avoir plein de regards sur moi, alors même si je suis hyper sociable et que les gens pensent que j'ai ultra confiance en moi, tu me mets dans une salle avec beaucoup de monde, je perds mes moyens. Et du coup avant j'étais comme ça, vraiment avant de passer sur scène j'étais comme ça. Et en fait sur scène je maîtrise mon sujet, les personnes étaient hyper réceptives, et du coup vraiment inarrêtable. Jusqu'à qu'on a dû me dire faut rendre le micro là Fina, parce que t'as dépassé ton... T'as quelqu'un d'autre là. Là t'es en retard. Donc donc j'ai fait ma première conférence devant pas mal de personnes l'année dernière. Énorme. Et c'était trop bien. Et en parlant d'événementiel, t'as aussi fait ton propre événement pour les 3 ans de ta boîte. À Paris aussi du coup. T'as pas fait dans le sud? Alors j'ai hésité, j'ai grave hésité, et je me suis dit que Paris c'était central, et surtout j'avais une idée d'activité que je voulais faire qui était en lien avec mes anciens employeurs. Et du coup c'était plus facile pour moi d'organiser quelque chose, en sachant que j'avais pas je me suis prise tard, j'ai eu l'idée tard. J'aime bien travailler dans le jus. La pression, j'adore. La pression, j'adore. Et du coup ça s'est fait à Paris. Après tu vois, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils voulaient pas venir parce que Paris les angoissait. Et du coup il y a eu des gens qui sont pas venus à cause de ça. Nous je sais pas. C'est pas simple. De toute façon, tu peux jamais contenter tout le monde. Oui, c'est ça, parce que le sud, les gens qui viennent de Bordeaux, le sud c'est infernal. C'est sûr. Voilà, Paris c'était vraiment central. Mais non, c'est trop bien. Vraiment, j'ai adoré cette journée. Pareil, j'ai tellement stressé. J'ai eu des couilles jusqu'à la dernière minute où on a dû changer d'endroit. Donc t'imagines, je disais aux gens finalement, il y en a qui arrivaient par exemple le matin à une gare à Paris, c'était normalement ça devait être à Montparnasse, donc en soi dans Paris ça va. Finalement on s'est retrouvé dans le 94, mais très mal desservi, donc tu peux pas y aller en transport. Qu'est-ce que tu fais? J'étais à 2 doigts d'annuler, et finalement j'ai trouvé une solution de faire venir un van en fait, et de payer le van à tout le monde. Bref. C'est pas mal ça. Pour faciliter les trajets, parce que sinon c'était pas possible en transport. Je pouvais pas dire aux gens courage, vous allez faire 2 heures de transport les gars. Courage. Désolé. Moi je suis sur place. Chacun sa merde, moi j'ai ma voiture.
Ah non, je t'avoue. Donc ouais, non, jusqu'au bout, mais sinon, trop bien. Trop bien. Là, l'idée, c'était vraiment de connecter, mais d'avoir, tu sais, j'avais fait une activité. Alors, j'avais commencé par le matin, on avait fait un speed dating entrepreneurial, tu sais, pour vraiment briser la glace et que tout le monde puisse échanger. Ensuite, on avait fait une activité, un action game. Donc, c'est un mélange d'escape game et de Fort Boyard. Enfin, du coup, on était par équipe. Donc, en fait, comment te dire que, enfin, tu crées des liens hyper vite. Bah, bien sûr. Tu fais plein d'épreuves. Tu avais des épreuves physiques, des épreuves style blind test, des épreuves mentales. Enfin, c'était trop drôle. Vraiment, on a trop rigolé. Ensuite, traiteur, la bouffe, très important. Bah, bien sûr. Voilà. Et l'après-midi, conférence de moi-même pendant 3 heures. Et ensuite, une coach mindset qui est intervenue. Donc, tu vois, il y avait vraiment tous les pôles pour moi qui étaient importants. La partie business, la partie fun, la partie rencontre, networking et la partie bouffe. Trop bien. Il y avait le goûter aussi. Ah oui. Le goûter, c'est une partie importante de la journée. Ouais, très importante. Mais du coup, ouais, pour être rentable, quand tu fais du présentiel, c'est compliqué. Et c'est vrai que les gens voient pas forcément. Parce que je sais plus combien c'était. Est-ce que c'était 250 € la journée? Je sais plus. Ouais. Ouais, je pense que c'est dans ces eaux-là. Mais enfin, je pouvais pas faire mieux parce que déjà, l'action game, je sais plus, ça devait être 45 € par personne. Le traiteur, c'était 50 € par personne. Enfin, la localité, enfin, le lieu de la. Bref. De toute façon, tout ce qui est présentiel, c'est très très cher. Ah ouais. Puis les goodies parce que tu as envie que les gens repartent avec des cadeaux. Enfin, bref. Mais c'était une très bonne expérience. Bah ouais, ça c'est cool. C'est vrai que c'est qu'il n'y a pas vraiment d'autres moyens où tu peux autant connecter que passer plusieurs heures ensemble, pas à travers un écran. Ouais, et sortir de ce côté business. C'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur d'avoir une activité hors business aussi. Pour connecter et voir qu'est-ce que tu veux. Enfin, moi, par exemple, ils savent maintenant que je suis une mauvaise joueuse. Ils le savent tous et que je suis une tricheuse et je l'assume. Il faut bien avoir un peu des défauts. Voilà, les gens de mon équipe étaient très contents. On a gagné d'ailleurs. Ah, étonnant. Exactement, mais bon, voilà. Ok, trop bien. Et tu penses que tu en referas des événements en présentiel? Ouais, je pense. Je sais pas quand, comment, pourquoi, voilà, mais je pense que j'en referai. Après, j'aimerais bien m'associer à d'autres personnes pour faire des événements en présentiel ou même autres, parce que je trouve que finalement, c'est bien de faire des choses aussi à plusieurs. Parce que déjà tu te répartis les tâches, mais en plus t'es pas seule et puis ça fait moins peur aussi, un petit poil qui vole, c'est parfait. Ça fait moins peur aussi, je trouve, d'organiser quelque chose quand il y a quelqu'un avec toi, donc à voir. C'est clair. Là je te rejoins tout à fait parce que moi je suis en train avec 2 amis vidéastes de créer une formation sur 4 jours sur la création de contenu vidéo. Donc ça c'est un projet de fou que j'aurais jamais osé faire seule et en plus je me serais découragée je pense parce que là du coup on s'appelle toutes les semaines, on est 3, on se discute, on a toujours des moments où on est down mais soit il y en a un qui peut nous remonter le moral ou il y en a 2, enfin voilà, on prend des tours à être mécontent ou content et donc ça c'est trop bien et en plus tu as vraiment cette complémentarité qui fait que tout le monde apporte quelque chose, un aspect différent et ça c'est trop cool quoi. Ouais, ça, moi je sais qu'en 2024 je pense que c'est ça que j'ai envie de faire et c'est pour ça que je fais ce podcast vidéo, c'est d'aller plus à la rencontre d'autres entrepreneurs parce que tu crées des moments incroyables. C'est une trop bonne idée. Ouais. Donc c'est pour ça que je suis ici quoi. Et voilà, on passe un très bon moment. C'est ça. Même Roméo est très content. Ce que j'allais te dire, lui il est parfait là, il met tous ses poils sur moi, je suis ravie mais il passe, grave. Il passe sa best life. Et du coup, est-ce que tu pourrais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait lancer sa formation vidéo? Déjà, je dirais qu'il ne faut pas forcément se lancer tout de suite dans la formation. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent justement à créer des formations parce que tout le monde le fait. Alors que pour moi, tu as quand même des steps à cocher, j'ai envie de te dire, des paliers à cocher avant de créer une formation. Ne serait-ce de déjà faire de la prestation de service, alors après ça dépend du domaine, mais d'être vraiment en contact avec ses clients pour voir justement ce qui fonctionne, voir comment c'est reçu aussi, pour être sûr d'être la bonne personne aussi pour faire une formation, et puis déjà de créer une communauté parce que la formation, si t'as pas de lien avec les personnes, je vois pas pourquoi on prenait ta formation plutôt qu'une autre. Donc je pense qu'avant de vouloir créer une formation, vraiment il y en a plein qui viennent me voir en disant tu peux m'aider à créer une formation s'il te plaît. Ah oui. Et du coup on fait un call et puis on analyse un peu leur Insta et en fait je me dis mais avant déjà de créer ta formation, on a déjà un travail à faire sur ton Insta parce qu'il y a quand même pas mal de choses à revoir. Ou alors il y a des personnes qui n'ont jamais accompagné des personnes mais qui veulent faire une formation. Ah oui. Parce que c'est plus facile pour eux, parce que du coup, pour eux, ils voient juste je me filme
et puis après je vends. Oui. Ouais, mais ça se passe pas comme ça. Va sur le tas. Il y a des choses aussi qu'on n'apprend pas. Et pour moi, c'est vraiment en faisant qu'on apprend. C'est pour ça que du coup, ça va finalement, à contrario de ce que tu dis, de lancez-vous, on s'en fiche. Alors, je suis d'accord sur le fait qu'il faut se lancer parce qu'il y a toujours une V1, une V2, une V3, etc. Faut pas attendre que tout soit parfait. Mais il faut pour moi attendre de déjà avoir assez d'expérience et de recul pour faire une formation qui a du sens, qui répond à un réel besoin et prendre aussi un peu de temps pour se créer une communauté quand même mine de rien. Mais sinon, hormis ce conseil-là, ça serait vraiment de l'organisation. Ouais. C'est en fait d'avoir un rétro-planning noir sur blanc, de passer du temps à dire ok, de se mettre des deadlines sur chaque action, parce que sinon tu peux trop vite partir dans tous les sens et t'éparpiller. Et en fait, du coup, ne jamais sortir ta formation à temps, clairement. Ne pas négliger du coup la partie communication qui est un gros pôle, comme vous l'aurez compris avec mon erreur de ma première formation. Et justement, plus on va anticiper le lancement d'une formation, plus on aura aussi du temps et du coup, on va pas être fatigué finalement parce que du coup, on va pas passer des nuits blanches pour booker la formation, etc. Là, tu vois, j'ai eu un appel découverte ce matin et la personne me dit, moi, je veux sortir ma formation dans 1 mois. Ah oui. Toujours plus. Enfin, toujours moins, du coup. Toujours moins. Alors déjà, elle n'a pas fait sa formation, enfin, elle n'a pas fini. Mais en plus de ça, il n'y a pas eu de phase de pré-lancement par rapport à sa communication. Et du coup, je lui dis, mais en fait, du coup, on va arriver, tu vas sortir ta formation, ça va être directement, je vais sortir une formation. Alors que tu n'as même pas déjà d'engagement en plus avec tes abonnés. Enfin, il faut aussi voir après la logique derrière ça, tu vois, c'est facile parce que y en a qui vont me dire, oui, mais moi, j'ai besoin d'avoir des revenus passifs parce que pour X raisons, enfin, tout le monde a ses raisons. Mais il n'y a aucun revenu passif en fait. Enfin, plus on va avoir une communauté, bien sûr, on va avoir des revenus passifs, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il va falloir quand même communiquer dessus et du coup, il y a quand même des étapes avant ça à valider. C'est sûr. Ça se saurait de toute façon si c'est trop facile. Tout le monde le ferait. Tout le monde le ferait et tout le monde serait riche. C'est ça, c'est sûr. Ok, trop intéressant. Et du coup, je vais te demander une dernière question pour m'aider moi. C'est-à-dire que ce podcast vidéo, donc moi je commence à peine à publier sur LinkedIn, sur YouTube et tout. Alors, si tu lançais ton podcast vidéo, comment tu ferais pour un peu le promouvoir justement ? Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je prendrais des rushs justement. Je couperais des petites parties de la vidéo que je mettrais. Alors moi, t'as compris, mon canal c'est Insta. Bien sûr. Je suis pas fan de LinkedIn. Donc je te laisse tester par toi-même. J'ai l'impression que c'est que des cons sur LinkedIn et que des j'allais dire un mot qu'il faut pas dire, voilà. Mais sur Insta, du coup, faire du teasing pour montrer. Et tu vois que un peu comme les bandes annonces sur Netflix, tu dis quelque chose et t'es en mode, oh, qu'est-ce qu'elle va dire, genre, ok les gars, je me suis fait arnaquer. Et bim, tu coupes la vidéo là. Vous voulez voir la suite, allez voir justement sur YouTube, etc. Donc vraiment jouer là-dessus. Tu peux aussi, pour moi, faire participer ton audience dans cette partie de co-création. Je sais pas s'il y aura un nom, du coup, j'imagine que oui pour le podcast. Ça s'appelle Créer pour former. Ok, ça du coup tu l'as déjà, donc tu vas faire participer avec ton audience. Mais la faire participer, je sais pas, sur que ça soit un nombre de la durée peut-être idéale, les invités, le jour de sortie, enfin des choses comme ça pour les faire participer. Tu peux aussi faire des jeux pour faire deviner par exemple des invités en mode devinette. Typiquement, tu parles de moi. Elle aime les couleurs, enfin tu vois des choses comme ça, à votre avis c'est qui ? Et du coup tu les fais participer et du coup ça donne aussi pour moi ça fait un moment de pour l'instant tu peux pas communiquer dessus parce que t'as pas de contenu, mais du coup tu peux quand même communiquer dessus d'une autre manière par rapport à ça. Et puis après à être sur tous les canaux. Oui et non, mais en tout cas en parler sur tous les canaux. Pareil dans tes liens en bio, il faut que tu mettes bien le lien de ta chaîne YouTube du coup. Et en parler toutes les semaines. Ça c'est dur. Ouais, c'est dur, mais après, t'as plein de manières de le faire, tu vois. Ça peut être de manière directe ou indirecte. C'est là, typiquement, on est en train d'enregistrer, mais alors, bon, peut-être pas tout de suite maintenant, mais fais des vidéos, tu vois, de l'envers du décor. Ça, typiquement, tu peux faire participer aussi les personnes là-dessus, tu vois, en disant, je suis en train de préparer justement encore des nouveaux tournages, machin, ça arrive en avril. Et puis, par exemple, t'as déjà une date définitive par rapport à la sortie du premier épisode ? Ouais, 1er avril.
Bah non, fallait pas le dire parce que du coup j'allais dire faut faire deviner aussi. Ok, bon, je vois. recommence. Je repose-moi la question. T'as une date du coup définitive pour la sortie? Oui, j'ai une date définitive. Ok. Que je ne dévoilerai pas. Que tu ne dévoilerai pas ici. Mais par exemple sur les réseaux, tu vois, tu peux en faire un... Moi j'avais fait ça pour le lancement d'une formation d'une cliente. J'avais fait une sorte de rébut. Ouais. Et alors je sais plus si c'était rébut ou charade, enfin je sais plus. Et je leur avais dit de deviner du coup la date, tu vois, de la sortie. Et du coup ça avait fait plein de commentaires en termes d'engagement. Énorme. Parce que du coup c'était facile. Et puis en plus tu peux même aller plus loin pour faire gagner quelque chose à quelqu'un en tirage au sort, tu vois, pour avoir un maximum d'engagement. Tu peux aussi jouer sur cette partie de partager quand tu sors par exemple un post justement sur le premier épisode est sorti ou partager un maximum, machin, etc. Pour les personnes qui partagent, tu tires au sort. Pour inciter les personnes aussi à partager et du coup avoir plus de visibilité. Il faut avoir, tu sais, la carotte au bout là. Sinon les personnes alors si, il y a toujours des personnes qui le feront, mais c'est sûr que si tu as quelque chose à gagner, tu auras quand même plus de personnes qui vont le faire. Mais ouais, participer activement, en tout cas être actif sur les réseaux. Et puis cette notion, comme on disait tout à l'heure, de routine d'engagement, aller parler avec les gens. Plus tu vas avoir des interactions avec les personnes, plus aussi ils vont te voir sur les réseaux sociaux. Donc du coup c'est important d'être régulière et d'être active. Ok, bah écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire. Beaucoup de boulot. Oui, non mais c'est que du kiff. Oui, non, franchement c'est ça qui est cool, je trouve, quand t'as ton projet qui te tient à cœur, c'est que t'as mille choses à faire, mais c'est pas du boulot où tu te dis faut que je le fasse. C'est ok, faut que je le fasse. Quand est-ce que je me case ça et donc c'est trop bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup de tous ces conseils et de tout ce que tu m'as dit, c'était trop intéressant. Avec plaisir, j'espère que ça aidera plein de personnes. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Si jamais vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, tout ça. Je suis Lia Corazza, j'aide les créateurs de contenu vidéo à publier régulièrement tout en allégeant leur charge mentale. Donc si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn.